pour moi, la réussite de ma vie, elle est dans la multiplicité des chemins que j'ai pu suivre et dans l'accord avec mes idées, mes ressentis, et familialement, de façon à ce que mes filles soient autonomes, indépendantes et libres elles-mêmes de faire la vie qu'elles veulent. Je n'ai pas du tout essayé de les influencer. À l'école, je leur ai seulement dit ça. Je ne te demande pas d'avoir les meilleures notes partout. Par contre, essaye de suivre le mouvement de la matière dans laquelle tu es le plus doué. Essaye d'aller dans ce sens-là. Et puis après, tu verras. Je me suis jamais obstinée. En fait, la liberté, c'est peut-être aussi ne pas s'obstiner dans ce que les autres voudraient qu'on fasse et que nous, au fond de nous, on ne sent pas. Ça peut être ça, la liberté. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast La Vraie Liberté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Martine. Comment tu vas, Martine ? Bien, super. Martine qui a une vie en mouvement, mais je vais la laisser se présenter du coup. Bon, Martine, en mouvement, oui, parce que j'ai toujours bougé toute ma vie. Et si je prends le thème de cette interview sur la liberté, eh bien oui, j'ai tenté, sans vraiment le vouloir, mais j'ai tenté d'être libre. Donc j'ai beaucoup bougé dans ma vie professionnelle, dans ma vie privée, dans ma vie sociale, et en même temps c'était physique. J'ai beaucoup déménagé et j'ai beaucoup voyagé. Pire sur un bateau aussi. Alors oui, justement, donc j'ai pas trop bougé pendant toute ma vie. J'étais en France. Et puis, dès que j'étais retraitée, j'ai beaucoup bougé. J'ai pas arrêté de voyager. J'étais équipière sur des voiliers très différents. Et ça a duré 3 ans. Et puis, ensuite, j'ai acheté mon bateau pour bouger toute seule. On en parlera tout à l'heure, du coup. Okay. Cette notion de liberté que tu as eue, c'est même ta vie que tu as faite et que tu fais, c'est la vie qui t'a guidée ici ou tu t'es focalisé ton attention dessus pour le faire ? J'ai laissé la voie libre à la vie. C'est-à-dire que j'ai écouté mes intuitions, mes envies, mes désirs. Et donc mon premier exercice, on va dire, de cette liberté, il date de l'enfance où j'avais des envies de faire de la musique, de faire du dessin, d'aller aux Beaux-Arts, contre l'avis des adultes. Et j'ai œuvré pour ça. Et quand la vie m'a proposé une possibilité, je l'ai prise à chaque fois. Je l'ai prise. J'ai un peu cherché aussi quand même. Je m'en renseignais, par exemple. Et si l'occasion était possible, je fonçais, j'y allais. Donc c'est la vie qui m'a... J'ai laissé la vie choisir pour moi aussi. Par exemple, quand j'ai voulu choisir ma profession, je me suis donné deux possibilités, mes parents ne pouvant pas me payer des études. Je me suis dit, bon, je vais postuler pour un poste rémunéré à l'Éducation nationale, en tant que surveillante par exemple. Et puis je vais postuler aussi, parce que je ne l'aurai peut-être pas ce poste-là, postuler aussi pour un poste d'institutrice. Et peut-être que... alors la vie a décidé, ça a été... la surveillance, c'est-à-dire la possibilité pour moi d'avoir du temps pour faire mes études. Et déjà, là, j'avais un bon démarrage. Et après, tu as continué dans la voie pour l'Éducation nationale ? Alors après, ça n'a pas démarré tout de suite. Ouais. J'étais effectivement surveillante, j'ai fait mes études. J'ai eu la liberté aussi, j'ai pris la liberté qui était très difficile à l'époque, de passer de la surveillance à Saint-Brieuc et de me faire nommer en région parisienne où venait de se créer. Voilà l'occasion qui se présente. Je suis une filière traditionnelle, on va dire, pour être prof de dessin dans un lycée, qui se fait normalement dans un unique lycée à Paris. Et s'ouvre la faculté d'art plastique au moment où moi, je suis déjà en études d'histoire des arts. Donc, je postule pour Paris et j'ai un poste du côté de Chantilly. Et donc, je peux aller à la faculté qui s'ouvre, la faculté d'art plastique qui s'est créée donc à Paris. Et j'y suis allée et j'ai changé ma vie pour une première fois. Et quand on s'est rencontrés la première fois, tu m'as dit que tu avais une autre façon d'enseigner. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ça ?
Oui, alors c'est vrai que avant d'être enseignante, j'avais une formation par les CMEA de monitrice de colonies de vacances. Parce qu'en fait, j'avais une petite sœur. J'avais une toute petite sœur, on a 17 ans d'écart. Et je voulais emmener ma sœur de moins de 4 ans en colonie de vacances. Donc j'ai fait cette formation. Voilà encore une occasion de la vie. Ouais. De la vie. Et cette formation de CMEA m'a donné les bases pédagogiques, psychologiques pour l'approche des enfants. Et une approche que j'ai toujours approfondie par la suite. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu les bases à ce moment-là. Ensuite, j'ai eu un parcours un petit peu... bon, j'ai pas été titularisée tout de suite à l'Éducation nationale, ce qui fait que j'ai fait d'autres métiers en attendant. Et pour nourrir ma propre fille. Et donc, j'ai étudié les pédagogies Freinet, De Crowley, Montessori, enfin toutes les pédagogies qui respectent l'enfant et le jeune adulte, l'adolescent, on va dire. Et ce qui m'a amené à faire une pédagogie moi-même complètement différente de ce qu'on était censé faire avec des cours, une transmission des connaissances. Voilà, on devait se limiter à ça, transmettre les connaissances. Et moi, ça ne me suffisait pas. Donc, j'ai fait un parcours effectivement de pédagogie, vraiment. Par exemple, hein, je caricature en faisant faire des dossiers aux élèves et en les faisant travailler plus dans la solidarité et le compagnonnage, on va dire, que dans la concurrence, ce qui est demandé toujours actuellement aux élèves. Tu te sentais un peu en décalage avec les enseignants Ah oui, j'étais très en décalage. Oui, oui. Surtout à l'époque. Hein. Maintenant, peut-être que c'est un petit... encore que non. Non, il y a un pourcentage assez faible de professeurs, si j'ai bien... Enfin, je continue à suivre ce qui se passe à l'Éducation nationale. Il y a un site très intéressant qui s'appelle le Café pédagogique, qui en parle beaucoup, et qui parle des innovations, notamment. Donc, ces innovations se mettent en route. Mais j'étais vraiment en décalage avec mes collègues et j'ai fait de la pédagogie en salle des profs vis-à-vis de mes collègues pour essayer de leur dire qu'on pouvait enseigner l'anglais autrement, les maths autrement. D'autant plus que moi, dans ma matière d'art plastique, j'abordais aussi les maths, la géographie d'une façon différente. Et je disais aux élèves, bon, cette question-là, je ne peux pas l'approfondir avec vous. Essayez de voir avec votre professeur de mathématiques ou de géographie, enfin, voilà, notamment sur notre position sur la Terre qui perturbait les élèves quand je leur faisais un croquis sur le fait qu'on se sentait debout alors que on n'était pas positionné debout sur la Terre, par exemple. Tu as déjà eu des collègues qui t'ont dit qu'il fallait pas trop sortir du cadre? Oui, alors j'avais... Effectivement, mes collègues étaient très... sous pression, parce qu'on ne peut pas le dire autrement, à cause de l'inspection. Ouais. De l'inspection éducation nationale, qui est encore très rigide, très comment dire, sans concession, sans approche d'ailleurs pédagogique de l'élève. Il s'occupe surtout de faire respecter des textes, des programmes, tout est saucissonné en petits morceaux et il s'applique à voir si les enseignants suivent bien ce programme selon ce saucissonnage qui n'a rien à voir avec la vie réelle. Et donc j'ai essayé d'expliquer à ses collègues, et je le faisais moi-même, que l'inspection n'ayant lieu que tous les 7 ans, ils avaient quand même au moins 5-6 années de liberté pour faire le cours qu'ils voulaient, de façon à motiver les élèves. Et j'ai même fait mieux, puisque j'invitais l'inspecteur à venir me voir. Je faisais mon cours, et ensuite je savais que j'avais quelques années devant moi pour modifier ma pédagogie. Et je suis arrivée à avoir une inspection selon ma pédagogie, où l'inspecteur a été obligé d'admettre que c'était très bien, que ça pouvait répondre aux questions des parents et tout, et où j'étais très très bien notée, tout en suivant ma façon de faire des dossiers et de faire réfléchir les élèves
à la relation entre ce qu'on faisait en cours et ce qu'ils trouvaient dans la vie. Et souvent, je partais même de l'intérêt des élèves. Par exemple, un oiseau rentrait dans la classe par hasard. Voilà, je faisais un cours sur... je prenais ça à propos. Tu penses quoi de la notion de notation par l'échec? C'est-à-dire qu'on est noté sur nos erreurs, en fait. Je sais que moi, quand je faisais des dictées, j'avais -15, -16. Est-ce que ça voulait dire que j'aurais mieux fait de rien faire? Alors voilà, ça c'est un exemple typique de la déviance de l'éducation nationale par rapport à la formation de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant apprend plus, enfin pas plus, mais il apprend beaucoup par ses erreurs. C'est vrai qu'un enfant qui apprend à marcher, il tombe, il ne marche pas directement. Et à chaque fois qu'il tombe, il intègre dans son corps et dans son cerveau comment il faut faire pour ne pas tomber, pour avoir de l'équilibre, pour équilibrer d'une façon ou d'une autre. Et les apprentissages se font tous de cette manière-là, c'est-à-dire que c'est en cheminant, en essayant d'approfondir sa curiosité, c'est-à-dire en allant chercher, surtout aujourd'hui, on a vraiment les moyens, avec Internet, avec tous les livres qui existent, on a vraiment possibilité d'aller chercher dans les livres pour tous les niveaux d'âge. Donc, dire aux élèves, tiens, tu as cette question, c'est très intéressant. Écoute, va chercher la réponse dans tel livre ou dans tel chapitre ou dans tel document, d'ailleurs que je peux te proposer puisque j'en ai sous la main. Et puis, fais-nous un petit condensé de ce que tu auras compris et puis on transmet à la classe. Voilà. Tu aimerais dire quoi aux jeunes aujourd'hui qui sont cassés, c'est le terme exact, par les professeurs? Il y a certains professeurs qui cassent, ils n'ont pas peur de casser l'élève devant tout le monde. Enfin, moi, ça m'est arrivé et on m'a raconté des jeunes qui me disaient ça aussi. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces jeunes-là? Je leur dirais de surtout pas se décourager, que quelquefois les adultes ont été eux-mêmes abîmés dans leur enfance et que de cette manière, ils ne font que transmettre leur angoisse, leur anxiété, qu'il ne faut pas qu'ils le prennent pour eux, que ces enseignants, en fait, ont un problème à régler qu'ils n'ont pas encore résolu. Et pour ne pas se retrouver dans cette situation, c'est vrai qu'il faut se faire aider. En tant qu'enseignant, normalement, on n'a pas à avoir ces attitudes cassantes pour les élèves, puisqu'au contraire, on doit aider à leur développement personnel, à leur enrichissement de personnalité. Et je citerai un exemple, c'est le mien. Par exemple, je parle de pédagogie, ou tout au moins de formation de l'enfant en général. J'avais moi-même des difficultés familiales, donc je risquais de transmettre ça à mes enfants, mais je ne le savais pas à l'époque. Par contre, quand j'étais contre le fait que mes parents réagissent de telle ou telle manière vis-à-vis de moi, et je me disais, moi je ne ferais pas ça avec mes enfants. Et quand je me suis retrouvée adulte avec mes enfants, je me suis aperçue que je refaisais les mêmes erreurs sans le vouloir. C'est-à-dire que ça me dépassait, c'était plus fort que moi. Ce qui arrive avec vos professeurs qui vous cassent. Et donc, à ce moment-là, je suis allée voir quelqu'un pour m'aider et j'ai fait quelques années d'aide en psychothérapie et de façon à ne plus transmettre à mes enfants, parce que sinon, mes enfants eux-mêmes auraient transmis ça à leurs propres enfants. Donc, c'est indispensable de chercher pourquoi on est cassant vis-à-vis des autres alors qu'on ne le voudrait pas. Voilà. Mais il faut surtout pas le prendre pour soi, que ces élèves-là le prennent pas pour eux. C'est pas eux le problème. Eux, en fait, ils ont à grandir, ils ont à s'appuyer sur des adultes. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est s'appuyer sur les autres adultes autour qui sont, eux, porteurs. Quand je t'ai vu pour la première fois, tu m'avais dit que tu avais travaillé sur un nouveau projet pour l'éducation nationale. Est-ce que tu pourrais en parler ? Oui, alors j'avais effectivement travaillé sur un projet qui finalement a été admis. C'était avec Jacques Lang, le ministre de l'Éducation nationale, Jacques Lang. Et on était plusieurs équipes innovantes en France. Et donc, j'avais proposé un projet qui faisait que les élèves pouvaient s'entraider et travailler justement sur dossier et travailler par niveau. C'est-à-dire qu'un élève étant déjà de façon intéressante, ayant un bon niveau, par exemple en français,
et pas du tout en maths, pouvaient être en français niveau fort et en maths niveau faible. Et donc, un autre élève du même âge, en fait, c'est casser l'âge et se dire que les enfants au même âge ont une progression différente. Puisque, on parlait tout à l'heure d'Einstein, lui, à 9 ans, il ne savait toujours pas lire et écrire. Hein, pourtant, c'était un génie. Donc, il ne faut pas s'attarder à l'âge de l'enfant. Il a sa propre progression interne. Et donc, on peut très bien avoir la faculté d'être bon en français, de traîner en maths. Et je proposais donc que pour la même tranche d'âge, les élèves, selon leur discipline et leur niveau dans cette discipline, ne soient pas dans le même groupe. Et ça, c'est parfaitement possible, puisqu'on le voit, par exemple, en faculté. Enfin bon, il y a des possibilités là-dessus, voire même dans la même classe. Parce que pendant 10 ans, j'ai été prof de français aussi. Et donc, je faisais travailler les élèves par groupe de 4 ou 5. Et ils s'entraidaient, ils constituaient des dossiers. Et donc, ils n'étaient pas dans le même groupe en maths. Alors, voilà. Donc, cette structure que j'ai créée, c'était justement, dans toutes les matières, aider les élèves à progresser dans toutes les disciplines. Et le projet était à peu près abouti. Et puis finalement, il y a eu un changement de gouvernement. On est passé à Luc Ferry et Xavier Darcos. Et là, le projet tel qu'il était fait a été cassé, en quelque sorte. Hein. Comme quoi, il n'y a pas que les élèves qu'on peut casser. On peut aussi casser les beaux projets. Et donc, on s'est retrouvés avec... c'était aussi un beau projet, finalement, mais pas du tout ce qu'on attendait. C'était l'accueil des primo-arrivants en France. Donc, on a eu des Maliens, des Brésiliens, des gens de Côte d'Ivoire, des primo-arrivants qui ne parlaient pas français. Et bien, finalement, avec ce programme qu'on a adapté, on a réussi à les intégrer. On les a intégrés à l'Éducation nationale dans des classes de première, seconde ou terminale. Et même un en faculté. Voilà, en première année de fac. Donc, on a réussi notre pari par cette pédagogie au plus proche de chaque élève, de son niveau dans chaque matière. Après, ça a continué, ça, ou ça s'est arrêté ? Alors, ça s'est arrêté parce que ils ont transmis les primo-arrivants à des professeurs spécialisés. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelait, hein, mais ça a pris un autre nom. D'accord. Et je ne sais plus. Mais enfin, ils ont continué à accueillir les primo-arrivants, mais pas du tout avec le projet pédagogique que nous, on avait mis en place. Donc là par contre, je n'ai pas suivi. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Tu penses qu'ils sont un peu de l'école ancienne, en fait ? Ils ne cherchent pas à se mettre à jour ? Oui, c'est ça. Il y a eu quand même de grands pédagogues. J'ai cité tout à l'heure, Freinet, ça fait quand même un bon bout de temps maintenant, hein, plusieurs dizaines d'années. De Crowley, Montessori, enfin, il y a énormément de pédagogues. Hein. C'est intéressant d'aller travailler sur la pédagogie nouvelle, on l'appelle ça la pédagogie nouvelle. Parce que là, on a énormément d'idées qui sont toujours pas mises en pratique. Par contre, les pays qui sont les premiers au PISA, c'est une sorte d'examen de tous les élèves européens au niveau mondial, d'ailleurs, je crois même. Et donc, nous, on a reculé en France sur cette échelle de PISA, alors que la Finlande, la Scandinavie, le Québec, tous ces pays ont avancé. Il faut aller voir leur pédagogie. Ils sont très pertinents. C'est tout à fait dans cette mouvance-là que j'essayais de travailler et d'entraîner mes collègues. Et certains professeurs le font en France, mais c'est pas du tout généralisé, c'est pas du tout encore admis par l'inspection. Enfin, c'est loin d'être. Mais ça existe et les pays, des États ont choisi ces pédagogies et ça marche. On espère que ça va arriver dans les années à venir, du coup, pour ça. Ça va encore être très difficile. Ça va encore être très difficile parce que l'éducation nationale à ce corps des inspecteurs qui est trop lourd à gérer. Alors, on a essayé de leur retirer la capacité de notation de façon à ce qu'il n'ait qu'une capacité de formation. Je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là. Former d'abord les inspecteurs et puis en faire des formateurs et non des gens qui notent et qui briment et qui font que les professeurs transmettent aussi cette brimade sur les élèves. Et puis reconnaître que les élèves apprennent effectivement de leurs erreurs et de leur cheminement. Il faut laisser un élève cheminer selon sa nature.
Je vais changer, tu disais, pour toi, c'est quoi la liberté? La liberté, elle est déjà intérieure. Elle est déjà en soi. C'est-à-dire que... il y avait une belle phrase, j'essaie de me retenir, de m'en souvenir en parlant. Il y avait une très belle phrase d'un philosophe. Bon, je ne sais plus la phrase exacte, mais c'était l'idée que même quelqu'un d'enfermé dans une prison, les idées continuent à voler à travers le monde. Donc les idées sont en liberté. Il faut bien retenir ça, que les idées sont en liberté. Et même si physiquement on est attaché, rattaché ou pas encore ouvert, on va dire, les idées, elles circulent. Donc pour moi, la liberté, c'est que ces idées, elles essaiment, elles aillent dans le plus de mentalité possible. La liberté, c'est pas forcément faire tout ce qu'on veut. Je pense par exemple moi j'étais prof d'art plastique, je pense aux artistes. Certains artistes trouvent leur liberté justement en respectant des contraintes. Donc je pense que la liberté, c'est vrai que, comme on dit, elle est là où s'arrête celle des autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être libre complètement parce qu'on a le respect des autres, il y a les autres, et que cette attention aux autres fait qu'on est obligé d'avoir des contraintes et des limites. Mais à l'intérieur de ces contraintes et de ces limites, il faut déborder les cadres inutiles. Par exemple, on parlait tout à l'heure de l'éducation nationale. Il y a des cadres inutiles, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'avoir des notations sévères, etc. Ce n'est pas la peine de contraindre les élèves à répéter le programme 10 fois. Bon. Donc, pour moi, la liberté, en ce qui concerne ma vie personnelle, c'est de pouvoir aller au bout de mes envies, de mes désirs, ce qui fait que j'ai pu avoir le métier que je voulais. Mon métier a beaucoup changé par ma volonté, par ma façon de voir le monde différemment à chaque fois. Donc, prof de français, prof d'art plastique, prof d'histoire des arts, chef d'établissement, parce que j'ai eu le concours de chef d'établissement. Et puis, à côté de ça, des recherches en interdisciplinarité, en pédagogie, des recherches artistiques, puisque j'ai exposé pendant une dizaine d'années. Tout ça mené en même temps donne une grande impression d'aller au bout de ces idées, d'autant plus que j'élevais mes enfants en même temps et que j'avais une option pour elles, une option aussi de les faire entrer dans la vie. Mon objectif étant qu'elles soient avant tout autonomes, indépendantes, avec l'esprit critique et qu'elles ne travaillent pas pour l'argent, mais qu'elles travaillent en y ayant tout le plaisir que moi-même j'y ai trouvé. Et puis ensuite, ça a été la liberté d'aller au bout de ce désir d'aimer la mer, de faire de la voile, de voyager, ce que je n'avais pas fait toute ma vie. Et j'ai vraiment, je pense que, oui, j'ai vraiment, jusqu'à maintenant, j'ai vraiment mené tous mes projets à bon port. J'ai l'impression quand on t'écoute et quand on écoute ta vie que tu cherches constamment à progresser en fait et à voir de nouvelles choses. Ah oui, exactement. Exactement, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est toujours vouloir pousser de l'avant, ne pas stagner, surtout ne pas stagner. Et ça s'est passé dans ma vie privée aussi. Hein. Je ne suis pas restée mariée. Bon, c'est pas peut-être un modèle, hein, mais j'ai vécu mes vies amicales et affectives et amoureuses selon le cours de la vie, selon ce que je ressentais. Et j'ai jamais hésité à arrêter un bout de chemin s'il me semblait pas bon. Ça, je me suis jamais obstinée. En fait, la liberté, c'est peut-être aussi ne pas s'obstiner dans ce que les autres voudraient qu'on fasse et que nous, au fond de nous, on ne sent pas. Ça peut être ça, la liberté. Écouter soi. S'écouter soi, écouter la petite voix en soi, la respecter et déjà se mettre à l'écouter, parce que certaines personnes ne l'entendent même pas. Donc, essayer d'entendre cette petite voix, la respecter, et puis la vie, elle est comme tout le temps une croisée des chemins, c'est-à-dire qu'on a plein de possibilités, D'ailleurs, c'est comme ça que je fais mes peintures. Je pose plein de possibilités, ce sont plein de couleurs. Ensuite, c'est les gestes, les actions donc, qui font émerger le
le motif, le sujet, la voie dans laquelle on veut aller. Et surtout, ne pas s'obstiner dans un chemin qui ne nous plaît pas. Et donc s'ouvrir, aller vers les chemins qui sont souriants, qui sont lumineux, qui sont en ouverture. Ne pas avoir peur d'y aller, quoi, c'est ça? Ne pas avoir peur d'y aller, oui, parce que effectivement, se dire je vais traverser l'Atlantique, pour moi, c'était un désir, mais c'est vrai que quand j'en parle autour de moi, beaucoup de gens, ça leur fait peur. Ça leur fait peur. Alors que moi, je l'ai fait, comment dire, au jour le jour. C'est-à-dire que je ne me suis pas posé la question de est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal. J'ai envie d'y aller, j'y vais. 1 journée, 2 journées, 3 journées. Ça a duré 3 ans. Totale liberté, quoi. Voilà. Est-ce que tu crois rapidement au hasard ou pas du tout? Le hasard Ouais. Alors, il me semble, mais ça c'est vraiment là une question très très personnelle et je pense qu'on est quand même un certain nombre à le penser, que tout ce qui nous arrive, ce sont des signes et que ces signes, il faut les écouter. Il faut les écouter. On a une petite voix intérieure, mais venant de l'extérieur, de l'univers, on va dire, on a des signes. Et ça peut être une rencontre qui fait que on va écouter cette personne, qui va nous ouvrir des horizons. Ça peut être une affiche qui, d'un seul coup, nous lance un slogan et qui nous concerne. Ça peut être des animaux qui passent, des oiseaux, des couleurs qui apparaissent. Enfin, un signe, c'est très personnel. C'est difficile, mais surtout je pense dans les rencontres. Essayer d'analyser dans une rencontre. Je rencontre telle personne. Certainement que c'est pour qu'on s'apporte mutuellement quelque chose. Tu penses qu'on s'est rencontrés par hasard? Ben non. Du coup, la preuve, ouais. c'est qu'on est en train de faire cette interview et qu'on a déjà beaucoup parlé et que c'était très intéressant de part et d'autre. Pour illustrer cette notion de hasard, j'ai une liste de mots devant moi. Oui. Tu vas me dire un nombre entre 1 et 30 et on va voir où le hasard t'amène. Ah, intéressant. Quel nombre décides-tu de... Donc 1 c'est faible et 30 c'est je veux y aller? Non, c'est chaque nombre est associé à un mot et tu me dois dire un mot, le nombre que tu veux. C'est le hasard où t'amène. Bon, on va essayer. Je comprends pas bien. Faut que tu me dises un nombre en fait entre 1 et 30. C'est comme le livre dont vous êtes le héros, c'est-à-dire que le nombre va me mener à ouais, un c'est chemin. ça, à un mot, Okay, voilà. J'ai compris. Peut-être que ça sera le hasard ou pas. Super. Quel mot? Quel nombre du coup Quel nombre je prends? tu veux prendre? Tiens, les 13. Le 13, c'est l'humour. Ah, super. Ça te parle cette notion? Oui, j'aime beaucoup les gens qui ont de l'humour. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Hier, 1er janvier, j'ai quelqu'un qui m'a parlé d'un problème très concret. Mais, voilà, c'était une sorte de hasard, Ouais. mais ça m'a fait rire. Plus que je ne l'aurais prévu. Et quand j'en ai parlé à cette personne, ça l'a fait rire aussi. En fait, il s'agissait d'un lavabo qu'il était tout le temps en train de nettoyer dans un bateau. Et il disait, je ne sais pas comment les gens se débrouillent, ils bavent toujours à côté. Enfin, ça m'a fait... c'était une manière de l'écrire en texto, en plus, qui m'a éclaté, quoi. Et donc, j'ai transmis cet humour en disant, mais ça m'a éclaté, parce que la façon dont tu l'as écrit. Et c'est vrai qu'hier, finalement, j'ai beaucoup ri. J'ai eu beaucoup d'humour dans ma vie hier. Et j'étais toute seule. C'est-à-dire, avec ce texto-là. Et puis, enfin, j'étais toute seule, non. J'ai toujours plein de monde autour de moi, là, les colocataires et tout ça. Mais une autre façon dont j'ai beaucoup ri, quelqu'un m'a téléphoné aussi. Et de façon très, très humoristique, m'a fait éclater de rire, quoi. Sur des moments qu'on a passés par le passé ensemble. Et son interprétation personnelle de ma façon de voir la vie, ça m'a éclaté, voilà. Et puis c'est communicatif, quoi, c'est ça. C'est Ouais, Jacques Brel qui disait ça. Si il y a un fou, mais qui est heureux, en fait, et ben il apporte de la joie, en fait. Oui. C'est communicatif complètement. Oui. On parlait des idées tout à l'heure. Il y a quelque chose qui passe, qui fait que l'humour, quelquefois, il se transmet avec un clignement d'œil. À travers tes aventures d'équipière, qu'est-ce que tu as découvert? Alors, ça c'est très important. J'ai plus que les nouveaux paysages, les nouveaux horizons, les montagnes, les mers, les plaines, les randonnées, plus que tout ça,
Ça a été la rencontre avec des gens, des personnes, qui sont souvent déconsidérés, des Indiens, des gens du peuple, au Brésil, au Mexique. Et, et j'ai trouvé des gens, par rapport à ce qu'on voit en France, extrêmement gentils, serviables, mais on se croirait dans un rêve. Ça n'existe plus en France. Quelqu'un qui dit « Ah, vous cherchez ça ?» Il laisse tout planter, ses sacs et tout autour de lui, et il vous accompagne à 10 minutes à pied. On lui dit mais non, je vais y aller. Non, mais je veux pas qu'il vous arrive quelque chose. Et il vous emmène. Mais j'ai trouvé ça, mais tous les jours, j'ai rencontré des gens très, très, très gentils. Vraiment adorables. Très, très... Par exemple, sur l'Amazone, les gens n'ont rien. Ils n'ont rien. Et ben, j'étais assise par terre, sur le plancher, là. Et ben, je sais pas, où ils ont dégoté une tasse et ils m'ont servi un café. Voilà, j'ai trouvé ça extra. C'était un des plus beaux moments de ma vie. Et tu as eu du mal à retourner après en France avec cette culture française? Ah oui, j'ai eu le décalage. Au début, parce que je revenais à la saison des cyclones, donc au début, j'étais encore dans les habitudes anciennes, disons que j'étais pas trop étonnée. La deuxième année, j'étais quand même surprise, choquée. Et la troisième année, j'étais carrément dégoûtée. Vraiment dégoûtée. Ouais. Dégoûtée de voir les gens froids, impassibles. C'est vrai qu'on entend des histoires comme quoi quelqu'un se fait agresser, personne ne réagit. C'est lamentable. Enfin, c'est désolant. Alors, il y avait cette froideur, cette indifférence aux autres. Ça, c'est vraiment le pire dans la vie humaine, c'est l'indifférence des autres, l'indifférence aux autres plutôt. Et aussi la société de consommation. C'est-à-dire que quand j'allais dans un magasin et que je voyais les milliers de savons, les milliers de jambons, les milliers de tout ce qu'on peut imaginer, alors que sur l'Amazone, c'est tout juste si on en trouve un. Qui sera sûrement jeté après, c'est ça, en plus. En plus, ouais. Voilà, et qui sont enveloppés de 1000 paquets, enfin de 1000 plastiques et tout ça. Non, là, on se dit qu'on est dans une civilisation folle. C'est nous les fous. Et ce sont les peuples primitifs qui ont raison avec leur respect de la terre, de la nature, du cycle de la vie. Je ne sais plus qui dit ça, la citation, c'est pas un signe de bonne santé d'être bien adapté dans une société malade. Eh bien oui, bien sûr. Voilà, exactement. Exactement. Les gens s'efforcent d'être intégrés dans des sociétés malades alors qu'il faut les changer de l'intérieur. Ouais. C'est-à-dire que moi, ce que je pense indispensable, c'est de voyager. Voyager. Aller voir les autres. Aller voir les autres personnes. Et si on n'a pas les moyens de voyager, enfin moi, j'ai pas eu besoin de beaucoup de moyens. En voilier, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens quand on est équipière. Vous pouvez le faire vraiment... C'est relativement facile si on a quelques notions de voile, un petit peu de notion d'espagnol, un petit peu de notion d'anglais, on peut voyager vraiment pas cher. Et donc, ce que je conseille, c'est de voyager. Et la deuxième chose, si on ne peut pas voyager, pour une raison ou pour une autre, si on a des attaches qui font qu'on est obligé de rester en France, essayez de parler aux gens qui viennent d'ailleurs. Les migrants, par exemple, ils vont arriver en masse, ils arrivent, leur parler, leur demander de raconter leur vie. Et on verra derrière des vraies personnes. C'est vrai qu'on a tendance à avoir peur des étrangers avec tout ce qu'on regarde à la télé, les journaux, tout ça. Ils nous disent ils sont méchants et tout, faut pas leur parler. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Ce sont des gens qui fuient la terreur. Ce sont des gens, on risque de les tuer dans leur pays. Les gens s'entretuent. Ou c'est la guerre, ou alors ils ont faim. Ils n'ont pas à manger, ils peuvent pas cultiver dans leur pays, ils peuvent pas se suffire à eux-mêmes. Nous, on les aide pas à ça parce qu'on pourrait leur donner les moyens de faire des cultures. Ça existe toujours, ça. De toute façon, on voit bien qu'il y a des gens qui sont en train de reverdir le désert, par exemple. Mais bon, ce sont des gens, qui veulent sauver leur famille ou même eux-mêmes. C'est parce qu'il y a des ados, il y a des jeunes, il y a des... Ce sont des gens dont nous ferons peut-être partie un jour parce que le changement climatique fera que, notamment le long de nos côtes françaises, on ne pourra peut-être pas y rester. Donc on sera nous-mêmes migrants. Donc il faut se préparer à accueillir les migrants, à savoir ce qu'ils vivent, à essayer de les aider à vivre, de façon à nous pouvoir nous adapter aussi à ce qui risque de nous arriver.
On a oublié aussi, mais aussi pendant la guerre, c'était nous-mêmes, les propres migrants, on partait de la France quand c'était... Exactement. Yeah. Exactement. Moi, mes parents ont quitté le nord de la France pour arriver sur Paris. Et puis d'autres gens sont encore descendus plus bas sur le Midi. Et puis bon, enfin, on risque toujours d'être migrant un jour. Une centrale qui explose. Enfin bon, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Il faut se dire quand même dans sa tête que le matériel qu'on a dans notre confort d'une maison ou d'un appart, ou enfin peu importe, dans nos affaires, il risque d'être perturbé du jour au lendemain. Et voyager, ça aide à ça. On est obligé de voyager léger. La première fois que j'ai fait une petite croisière de 6 semaines en voilier, j'habitais à ce moment-là, le hasard de la vie faisait ça, si on peut parler de hasard, j'habitais, parce que finalement ça va bien avec ma vie, avec ce qui a suivi dans ma vie, j'habitais dans un petit studio de 25 mètres carrés avec ma fille de 14 ans. Et je suis rentrée de cette croisière de 6 semaines, et quand je suis rentrée dans ce studio où il n'y avait pas grand-chose, je me suis dit, mais j'ai pas besoin de tout ça non plus. Et j'ai mis les 3/4 des choses encore à la cave. Je me suis libérée, quoi. Il faut pas se dire que tout ce qu'on a, on l'a pour toujours. C'est pas vrai. Tu penses que les gens, ils cherchent à se remplir de l'intérieur avec l'extérieur ? Peut-être, ouais. Peut-être que c'est une manière de se rassurer, d'avoir des objets. Voilà. Mais en fait, il faut être prêt à les quitter, même si on les a. Il faut être prêt à les quitter du jour au lendemain. Et se remplir soi-même de plein de richesses, de contact avec les gens, avec les autres, de découvertes, de curiosité. Savoir, moi je m'intéresse beaucoup aussi à tout ce qui se passe dans les étoiles, en astronomie, etc. Donc, s'intéresser à tout, du sol au ciel. Je sais plus qui dit ça aussi, mais c'est si ton bateau il coule et que tes objets, tu peux pas les rattraper, en fait, ça, ils t'appartiennent pas, en fait. Mais non, Voilà. bah non. Bah non. Est-ce que tu as déjà eu des grosses galères à bord ou pas ? Oui. À bord, j'ai eu du gros temps. Ouais. Ouais, j'ai eu du gros temps. Oui. J'en parle là parce que... bon, alors donc, effectivement, j'ai eu beaucoup de plaisir à naviguer, de beaux jours, de dauphins, de soleil, d'horizons impeccables, de mer turquoise, de transparence où on nageait avec toutes sortes de poissons, des tortues, tout ça, j'ai eu tout ça. Mais j'ai eu aussi des moments très difficiles. Par exemple, dans le golfe de Gascogne, qui est tout près, là, la mer, elle est terrible quand elle se fâche. Et donc, il y avait 45 nœuds de vent, il y avait 8 mètres de creux à peu près. C'est difficile à évaluer, mais il y avait énormément de creux. Et on descendait, le bateau descendait, je me disais on va enfourner dans la vague suivante. Le bateau montait, je disais oh là là, on va s'envoler en planning. Mais non, le bateau suivait la vague gentiment, si on peut dire. Et puis à un moment donné, toutes les vagues venaient donc de nord-est, le vent, pardon, donc les vagues, oui. Et donc d'un seul coup, j'ai vu une espèce de montagne blanche sur le côté du bateau, sur bâbord, qui montait presque jusqu'à la première barre de flèche. Donc c'était une vague scélérate qui a couché le bateau. Et donc moi j'étais dans l'eau et l'équipier était dans l'eau. Et un monocoque se redresse très vite. Donc heureusement, donc ça a fait un bruit terrible. Hein. Les équipiers qui dormaient en bas ont cru qu'il était 15h, c'était la sieste. Ont cru qu'on avait rencontré un container, tellement c'était violent. Et le bateau s'est redressé tout de suite. Donc moi, j'étais attachée 2 points. Apparemment, il y en a un qui a lâché. Mon équipier s'est bien tenu aussi, et puis il était attaché. Donc on est revenu heureusement dans le bateau. Juste le temps d'entendre le skipper gueuler un homme à la mer. Ah ben non. Voilà, je suis redescendue, j'ai repris la barre. On a eu 2 autres vagues qui nous ont balayé le bateau, qui ont flingué toute l'électronique après. On a mis 24 heures à... À ce moment-là, on pense à quoi ? Ah, alors c'est très curieux. Hein. C'est très, très curieux. Depuis, j'ai étudié un petit peu cette notion-là. En fait, moi, j'ai voulu crier vague aux autres hein, quand j'ai vu cette montagne de mousse. Hein. C'était une déferlante qui cassait sur le bateau, en fait. Hein. Une déferlante de travers. On était à une journée de Brest, donc à la rupture du plateau continental. Bon, il paraît que ça n'a rien à voir, mais moi, quand j'ai vu les fonds, je me dis, ça doit quand même avoir un peu avec ça. Enfin bref, j'ai
j'ai voulu crier vague et ma bouche s'est ouverte et je n'avais plus aucun son qui sortait. Donc une sorte de paralysie immédiate, instantanée. Bon, je me suis retrouvée dans l'eau. Moi, dès que je suis dans l'eau, normalement, je ferme les yeux. Et bien là, j'avais les yeux grands ouverts. Et ma première pensée a été pourvu que je sois attachée. Parce que ça, tout de suite, c'est ce que j'ai pensé, pourvu que je sois attachée. Parce que j'étais comme ça, flottante dans l'eau, quoi. Et là, une seconde, même pas, un millième de seconde après, je pensais complètement à autre chose. Ah, qu'est-ce que c'est beau tout ce vert! Turquoise, c'était turquoise. Qu'est-ce que c'est beau tout ce vert! Et le temps de penser ça, hop, j'étais ramenée au bateau. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps de penser. J'ai eu ce phénomène qu'on a dans les accidents de voiture, il paraît, où on perd toute douleur. C'est-à-dire parce que quand le bateau m'a ramenée dans l'axe vertical, en fait, j'ai heurté des bastacs en métal. Et donc, j'ai eu toute la moitié gauche du visage au beurre noir pendant 3 semaines. Ce qui fait que j'ai dû souffrir, quoi. Mais je n'ai ressenti aucune souffrance. Aucune souffrance. Et pareil, dans les accidents de voiture, ça fait ça. On ne sent pas la douleur. Bon, je pense que j'ai eu ça. Je ne sais pas. Voilà, ça, c'est un des épisodes. Un autre épisode, ça a été au départ de Dakar, on a eu 5 mètres de creux, on était 30 bateaux, bon, on s'est vite perdu de vue. Et puis, ça s'est relativement, enfin pour moi, ça s'est relativement bien passé, mais on était 3 sur le bateau, et pour les autres, ça s'est très très mal passé. Ils ont très vite eu envie de vomir, tout ça, bon. Et donc, j'ai vécu cet épisode en assurant plutôt, quoi, en faisant la navigation, en allant porter les bassines, après en allant porter la purée, après... Et ça a duré 2 jours. Donc, ça, c'est un deuxième épisode assez costaud. Et qu'est-ce que j'ai ressenti? Rien. Je pensais à mes coéquipiers, on va dire, et je leur apportais tout ce qu'il fallait pour qu'ils se remettent. Et moi, je pensais à faire la navigation, faire la route, marquer les points sur la carte. J'étais occupée par la navigation, donc je n'avais pas d'autres pensées. Tout se joue au mental, en fait. Oui, oui, exactement. Oui. Ça a été pareil pour arriver sur la Corogne ou entre la Jamaïque et Cuba, où on avait eu, en plus de la pluie qui rendait c'était invisible, quoi, où là, on était assis, on attendait. Tout le bateau sautait, c'était un catamaran, donc là, ça sautait, tout sautait. Et où j'avais hâte que ça se termine. Mais on attend la suite, en fait. Ou alors on est actif dans ce qu'il y a à faire. Voilà, où on est actif et ça paralyse toute idée. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Je n'ai jamais pensé au problème. J'ai toujours essayé de voir d'anticiper comment je vais réagir s'il se passe ça ou ça ou ça. Voilà, c'est tout. Et puis, faire ce qu'il y a à faire. Pour les solutions. Pour le bateau continue à avancer. Et voilà. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise à l'âge de 18 ans? Ce que j'aurais aimé que l'on m'ait dit à ce moment-là. Que l'on te dise, ouais. Va, tout se passera bien. D'ailleurs, j'ai eu un rêve comme ça. On parlait de hasard tout à l'heure. J'ai eu un rêve comme ça. Où c'est comme si ma grand-mère elle est apparue, oui. Elle m'a dit tu verras, tout ira bien. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai même plus eu peur de la mort, quoi. Est-ce que tu as des conseils à donner à des jeunes pour ne pas réussir? Pour ne pas réussir? Ouais. Pour ne pas réussir socialement, alors? Dieu. Un conseil pour ne pas... parce que qu'est-ce que ça veut dire réussir? Pour la plupart des gens, c'est social. Ouais. C'est-à-dire avoir un beau métier, pour ne pas réussir socialement, eh bien, c'est vraiment écouter sa petite voix. Si on a envie de jardiner, on jardine, on n'est pas médecin. Si on a envie de faire du ski, on s'arrange pour faire un métier dans la montagne. On n'écoute pas les personnes qui vous imposent un chemin. Du coup, faire l'inverse pour ne pas réussir, en fait. Les écouter, non, quoi. Pas faire l'inverse. Parce que ça peut... Bon, par exemple, je parlais de médecin, si la personne veut vraiment soigner les gens et s'occuper des gens, si, il faut le faire, même si les parents disent je voudrais que tu sois médecin, oui, il faut y aller si on sent que la petite voix elle est en accord. Mais si la voix est en désaccord, il ne faut pas le faire.
En fait, c'est tout. Donc, pour ne pas réussir socialement, il faut se demander, est-ce que cette personne me conseille bien ? Ok. Est-ce que moi, je suis en accord avec ce qu'on me conseille de faire pour réussir, entre guillemets ? Parce que d'abord, se poser la question, qu'est-ce que c'est que réussir ? Enfin, pour moi, ce mot réussir, c'est social. Et on n'a pas besoin du social. On a besoin de vivre sa vie à soi, de savoir déjà qui on est, qu'est-ce que je veux. La célèbre phrase d'où je viens, où suis-je, où vais-je, qui suis-je, où vais-je. C'était l'idée de plaire à tout le monde que tu disais pour ça ? De vouloir plaire à tout le monde ? Pas plaire à tout le monde, mais quelquefois on obéit à des injonctions. Par exemple, moi j'ai obéi à l'injonction de me marier. Ouais. Et ça a été la pire bêtise de ma vie. Voilà, c'est un exemple. Donc pour réussir, à mon époque, il fallait qu'une femme soit mariée. Voilà, pour réussir socialement. Et puis finalement, échec. Voilà, parce que c'était pas ma voie. Je le sais aujourd'hui. Je n'aurais jamais dû prendre cette voie-là, qui ne m'apportait rien à moi. Hein. Maintenant, les autres personnes, je n'en sais rien. Mais personnellement, j'avais pas besoin de ça. Pour moi, la réussite de ma vie, elle est dans la multiplicité des chemins que j'ai pu suivre et dans l'accord avec mes idées, mes ressentis, et familialement, de façon à ce que mes filles soient autonomes, indépendantes et libres elles-mêmes de faire la vie qu'elles veulent. Je n'ai pas du tout essayé de les influencer. Hein. À l'école, je leur ai seulement dit ça. Je ne te demande pas d'avoir les meilleures notes partout, ni dans une seule matière. Par contre, essaye de suivre le mouvement de la matière dans laquelle tu es le plus doué. Essaye d'aller dans ce sens-là. Et puis après, tu verras. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée ? Ou pas ? Non. Non. Je n'avais pas d'idée préconçue des questions. Donc, j'en ai pas une à laquelle je m'apprêtais éventuellement à répondre. Okay. Non. Je terminerai juste en disant que peut-être c'est une réponse à une question que j'aurais aimée, j'en sais rien, en disant qu'il y a un parallèle entre ma façon d'avoir vécu ma vie jusqu'à maintenant et ma façon de créer, de peindre, de sculpter. Voilà. Il y a un parallèle, voilà, c'est tout. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer cette interview ? Un dernier mot ? La parole est à toi. Merci Ludovic de m'avoir interrogé, de me faire interroger sur moi-même. Bien, merci à toi. Et si vous voulez retrouver Martine, elle fait des locations sur son bateau, du coup, à La Rochelle, du coup. Je mettrai les liens en description si vous voulez. Voilà. Merci beaucoup. Éventuellement. Merci Ludovic. À bientôt. Au revoir. Retrouvez le podcast La Vraie Liberté tous les vendredis à 17h sur lavrailiberté.fr et sur vos plateformes de podcast préférées.